Voilà, donc d'abord merci de m'avoir invité. Je suis honoré et j'avoue un tout petit peu stressé de me retrouver devant un public aussi nombreux, puis avec des collègues prestigieux dans un lieu aussi chargé d'histoire par rapport à Piaget. Alors tout de suite, je vais dire que j'ai interprété la consigne de cette conférence peut-être différemment de ce qui a été le cas, en particulier à la conférence de la semaine dernière à laquelle j'ai assisté. Parce que je ne vais pas du tout vous parler de travaux personnels, même d'ailleurs, ou de choses même très récentes. Je vais plutôt faire un travail, on va dire, un peu historique, archéologique, pour essayer de revoir dans les fondamentaux de la didactique des mathématiques, à leur origine, qui n'est pas si ancienne que ça, mais il y a quand même une quarantaine d'années, comment l'inspiration des travaux de Piaget a pu influencer. Alors en particulier, il se trouve que par ailleurs, je travaille en ce moment à la réalisation d'un projet international dans le cadre de la Commission internationale pour l'enseignement des maths, où on est en train de faire une mise en ligne sur un site web qui va être bientôt public, de tous les gens qui ont eu des médailles de l'ICMI. Donc l'ICMI, c'est l'International Commission for Mathematical Instruction. Et ça m'a amené ces dernières années à pas mal travailler justement sur les théories, en particulier de Brousseau. Alors pas Vergniaud, parce que Vergniaud n'a pas eu cette médaille, mais j'ai utilisé Vergniaud ici. Alors Vergniaud, comme c'est quand même une théorie que je connais moins bien, parce que c'est c'est beaucoup moins utilisé maintenant, je me suis permis, ça me laissera un peu de pause, j'ai fait un montage à partir de 2 interviews, je vous mettrai les dates, de Gérard Vergniaud. Et j'ai fait un montage qui va durer, ça va être à un moment dans mon exposé, d'une 15aine de minutes. Donc je vais laisser la parole à Vergniaud, ce sera beaucoup mieux que moi, pour voir un peu comment il parle de Piaget. C'est assez intéressant, je trouve, du point de vue historique. Voilà. Je tiens également à dire qu'ici, je crois qu'il y aurait... Enfin, mon prédécesseur, Jean Brun, aurait pu faire une conférence tout à fait passionnante sur le sujet, je pense, parce que de ce que j'en sais, je pense qu'il a beaucoup revendiqué, en particulier le fait que dans les théories de Brousseau, dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, la notion de schème soit absente. Et il a publié pas mal de travaux pour essayer de montrer l'intérêt qu'il pourrait y avoir à introduire la notion de schème dans les travaux de Brousseau. Et en particulier avec la thèse de Annick Flukiger, il avait beaucoup travaillé la question des liens qui pouvaient exister entre les travaux de Vergniaud et les travaux de Brousseau. Je pense que par rapport à ça, on peut relire Jean Brun et Annick qui ont publié des textes intéressants dont je ne vais pas avoir le temps de donner tous les détails ici. Alors ici, je vous ai mis une photo collector. C'est une photo qui date des années 90 où vous avez, alors j'ai mis avec une pointe d'humour, les 3 pères de la didactique des mathématiques francophones, parce que vous avez sur la même photo, de gauche à droite, Guy Brousseau, Yves Chevalard et Gérard Vergniaud. Je vous ai mis à côté leur date de naissance. Vous voyez que Brousseau et Vergniaud ont quelques jours d'écart. Ils sont nés non seulement la même année, mais le même mois, je crois. Et donc, ces 3 personnes ont joué un rôle fondamental dans les débuts de la didactique des maths. Alors surtout, au début, c'est quand même Brousseau et Vergniaud, avec un background qui est assez différent, que je vais essayer d'expliquer. Et puis... certainement Chevalard qui va, alors je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui, Chevalard, parce que justement par rapport à l'héritage de Piaget, c'est peut-être celui qui a enterré l'héritage de Piaget. En particulier, il y a une citation, enfin, une chose que je n'ai pas retrouvée exactement où c'est, mais j'ai toujours entendu dire que Yves Chevalard a dit une fois « le didactique est dense dans le cognitif ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu cette expression-là. C'est un peu pour dire quand même que dans la didactique, du coup, le côté cognitif était moins important. Ici, vous avez une photo de Brousseau qui est jeune. Donc Brousseau, son background, c'est que c'était un instituteur qui n'avait pas une formation en maths spécialement importante, mais il était intéressé par les maths. Alors que Vergniaud, on va l'entendre, ça j'ai découvert, je ne savais pas tout ça, mais... il est arrivé à la psychologie par des voies assez détournées. Je le laisserai vous l'expliquer tout à l'heure. Et tout ça, ça s'est passé dans les années 60-70, dans le contexte de la réforme des maths modernes. Et ça, c'est complètement important pour comprendre l'origine de la didactique des mathématiques, parce que c'est une époque où vraiment, dans les mathématiques elles-mêmes, déjà, il y avait de gros chamboulements par rapport à ce qu'on pourrait appeler le texte du savoir, la façon de faire des mathématiques. La façon de faire des mathématiques savantes a quand même énormément changé dans ces années-là. Alors un peu plus tôt, dans les années 50,
Les Bourbaki, ils ont commencé à travailler un peu avant-guerre. Les premiers travaux de Bourbaki, c'est un peu avant-guerre. Et ce qui est très important, alors c'est vraiment une banalité, mais c'est très important à dire ce soir, c'est que pour les deux, avec de grandes différences quand même dans leur approche, mais ce qui était important, c'est que les mathématiques, ce n'était pas simplement un texte du savoir qu'on devait transmettre, et qu'il fallait faire des mathématiques en classe. Alors c'est sur ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Alors je vais d'abord vous montrer un tout petit extrait, c'est pas très long, de Brousseau. Alors Brousseau, c'est, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, c'est assez spécial, il a une façon de parler qui n'est pas toujours claire. Donc je vous laisse écouter, on commentera peut-être rapidement. Autrement dit, il faudrait imaginer un enseignement qui ne passerait pas par la description des savoirs, mais par une certaine pratique. Il faudrait enseigner au maître cette chose-là, mais pour enseigner, je peux concevoir une leçon ou une situation, j'appelle pas ça situation, je peux concevoir, qui peut marcher. Enseigner au professeur comment il faut la faire marcher, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça fait déjà beaucoup plus. Lui enseigner pourquoi il vaut mieux faire ça qu'autrement. Alors c'est énorme. Le travail à refaire va apparaître énorme. Et le petit fascicule que j'ai publié est un petit fascicule, c'est une provocation. Je propose un programme, on voit apparaître l'algèbre, on voit apparaître des petites équations, on voit apparaître des objets extrêmement curieux pour une formation. Il y a bien des nombres, mais ils sont introduits de manière un peu bizarre. Il y a des classes équivalences, on écrit des égalités, bref. C'est très ambitieux et il n'y a aucune explication parce que c'est dans les explications qu'en général on produit les phénomènes parasites à ce moment-là. Donc c'est des phrases qu'on dit aux enfants et qu'est-ce qu'ils ont à faire ou pas faire qui apparaît là. Et déjà, je ne vais pas dire que j'ai déjà désespéré, mais j'ai mesuré cet énorme travail. Je ne vois pas comment on peut éviter les erreurs des méthodes traditionnelles. Les gens utilisaient, les professeurs, les enseignants utilisaient tous les ressorts de la rhétorique pour convaincre les élèves, pour les éclairer, pour représenter. La compréhension était autre chose. C'était pas, le projet n'était pas... On expliquait bien et l'enfant comprenait ou pas. Si tu veux, on ne savait pas quoi faire avec l'incompréhension de l'élève. Voilà, donc on voit bien ici qu'on est à essayer de chercher. Alors là, Brousseau racontait, hein, j'ai oublié de le dire, mais vous avez compris, ses débuts dans la didactique, enfin qui ne s'appelait pas la didactique des mathématiques d'ailleurs à l'époque, hein, mais c'est les débuts de sa recherche pour essayer de trouver un moyen d'enseigner des mathématiques nouvelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces années-là, exactement en 75, le terme de didactique des mathématiques n'était pas encore utilisé et il y a quelqu'un qui a joué un rôle à cette époque-là assez important qui s'appelle Jean-Louis Auvert, qui est quelqu'un qui était un mathématicien très cultivé, qui a écrit beaucoup de choses d'épistémologie et d'histoire. Et en fait, il avait proposé à l'époque à Brousseau que le champ s'appelle l'épistémologie expérimentale. Alors j'ai mis ici la citation qui donne, c'est « Tu étudies les conditions d'apparition de la connaissance mathématique », alors on va revenir sur ces termes, hein. C'est de l'épistémologie, tu reproduis ces conditions et tu observes lesquelles produisent les effets attendus, c'est de l'épistémologie expérimentale. Et là, on voit bien la filiation avec Piaget quelque part, parce que le terme d'épistémologie, ce n'est pas un hasard s'il apparaît là, hein. Bien entendu. Alors je reviendrai là-dessus plus en détail tout à l'heure. Et un schéma qui est ultra important à avoir en tête, qui est un truc très très classique en didactique en général et en didactique des maths en particulier, c'est ce schéma qui nous permet de voir le lien qui existe entre connaissance et savoir. Alors ça, c'est une distinction qu'on peut faire en français. Dans le projet international dont je vous parlais tout à l'heure, où on s'est confronté à des problèmes de traduction, alors ces questions de traduction entre connaissance et savoir, il y a eu tout un tas de solutions qui ont été adoptées. Celle sur laquelle on s'est arrêté avec Claire Margolinas et Annie Bessot qui travaillent avec moi sur le projet sur Brousseau, enfin c'est surtout elle d'ailleurs, moi je supervise, c'est de prendre comme terme anglais, je vous dis ça pour qu'on comprenne bien le truc, situational knowledge pour connaissance et institutional knowledge pour savoir. Donc l'idée vraiment que la connaissance, c'est ce qu'on va rencontrer dans la situation. Alors le terme de situation, c'est le terme qui est le plus compliqué à comprendre finalement chez Brousseau, hein. On va revenir là-dessus.
Et on voit ici les deux processus de dévolution et d'institutionnalisation. Alors, Vergniaud, il va distinguer deux formes de la connaissance qui sont... Vergniaud, il ne distingue pas connaissance et savoir. Sa connaissance et savoir, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique de Brousseau. Et chez Vergniaud, on va retrouver deux catégories qui sont assez proches, qui sont la forme opératoire, ce qui permet de faire et de réussir, et la forme prédicative, qui prend la forme de texte, de traité et de manuel. Et ce que dit Vergniaud, c'est que la forme opératoire, issue de l'expérience, est toujours plus riche que la forme prédicative. D'où l'idée, justement, de faire vivre dans l'enseignement cette forme opératoire. Et j'ai retrouvé, en regardant l'autre jour sur le site là, des interviews de Piaget, une citation. Enfin, ce que dit Piaget, je voulais prendre la vidéo, mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Mais voilà, il dit, en réponse à la critique, il dit « On m'a souvent reproché que, en fait, ce que j'appelle la structure chez l'enfant, ce n'est pas chez l'enfant qu'elle est, mais c'est chez le chercheur qui observe. » Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la structure, c'est ce que l'enfant sait faire et pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ces actions est bien coordonné, surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé. Autrement dit, la structure, c'est un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler des lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, cela n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique. Et là, je pense qu'on trouve une source, alors c'est une citation, bien entendu, il faudrait aller plus dans le détail, mais on voit une origine de cette dualité entre connaissance et savoir, qui est une idée que clairement Brousseau dit avoir prise chez Piaget. Alors, dans le texte que j'ai donné à lire pour cette conférence, dans le livret, là, pour ceux qui ont pris le temps de le lire, c'est un texte qu'avait publié Brousseau, justement, il n'y a pas très très longtemps dans la revue Éducation et Didactique, où il distingue justement le travail des psychologues cognitifs et des didacticiens. Il dit en psychologie, les dispositifs ont pour objet de révéler les connaissances du sujet, et s'ils doivent être inventés par les observateurs, ils ne sont pas considérés comme les objets d'étude. Alors qu'en didactique, justement, notre objet d'étude, c'est bien les dispositifs, hein, ce qui va être dans les situations. Alors en particulier, il s'intéresse à l'épreuve de conservation et il dit, dans l'épreuve de conservation, alors je ne rappelle pas cette épreuve de conservation tout à l'heure, Vergniaud va en parler pour ceux qui vraiment ne le sauraient pas, mais Piaget n'indique pas la raison pour laquelle ce qui est conservé, le nombre, et non ce qui est modifié, l'espace occupé, qui doit inspirer la réponse de l'élève. C'est-à-dire qu'effectivement, l'expérience qui est mise en œuvre par Piaget, c'est pour montrer ce problème-là, mais ce n'est pas pour essayer de donner les raisons pour lesquelles le nombre devrait être plus important que l'espace qu'occupent les objets. Alors, je vais en reparler tout à l'heure également pour vous expliquer par rapport à l'apprentissage du nombre, ce qui doit être mis en place. Alors, un des objets de la didactique va être, pour chaque connaissance identifiée, de déterminer au moins un dispositif d'usage et d'apprentissage qui lui est propre. Ça, c'est le début de l'idée de situation fondamentale. Alors, si on prend Vergniaud, bien entendu, dans la théorie des champs conceptuels, on va retrouver l'idée qu'un concept, c'est un triplet. Alors ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la théorie de Vergniaud. Hein. Ce triplet est constitué d'une part de l'ensemble des situations qui donnent du sens au concept, la référence, l'ensemble des invariants sur lesquels repose l'opérationnalité des schèmes, le signifié, et puis l'ensemble des formes langagières et non langagières, ça c'est très important, qui permettent de représenter symboliquement le concept, ses propriétés et les procédures de traitement, le signifiant. Alors ça c'est pour rappeler un tout petit peu le cadre. Alors voilà, je vais vous passer maintenant, ça va prendre, je vous dis, une quinzaine de minutes. Hein. Donc j'ai fait un montage, j'ai écouté ces deux interviews qui durent chacun 1h30, hein, donc j'ai vraiment pris que des petits extraits. En fait, le premier, celui qui est en bleu, là, c'est un interview qui date de 2004, qui avait été fait surtout par rapport aux travaux de Vergniaud sur la didactique professionnelle. Mais il parle aussi de didactique des maths. Et le deuxième, c'est un interview qui a été fait comme celui de Brousseau, dont je vous ai montré un extrait tout à l'heure, qui a été réalisé par la CFEM. Donc la CFEM, c'est la Commission française pour l'enseignement des maths, qui était en préparation du colloque de Hambourg de 2016,
2016, dans lequel on a présenté les travaux français. Alors je vous laisse, on va écouter ça. Parce que j'ai fait des études de commerce à HEC, où je me suis ennuyé, les hautes études commerciales. Donc la seule chose que j'ai fait d'intéressante à HEC, ça a été d'organiser un groupe de théâtre. Et bizarrement, c'est le théâtre qui m'a emmené ensuite vers le mime, où j'ai donc suivi les cours d'Étienne Decroux, qui est le maître de Jean-Louis Barrault, au départ, et de Marcel Marceau. Je suis impressionné par Decroux, je vais à la Sorbonne pour compléter ma formation en psychologie et essayer de mieux comprendre certains problèmes qui pourraient m'aider dans l'esthétique du mime. Je tombe sur Piaget, et évidemment c'est la deuxième personne qui m'a marqué, moi, jeune chercheur, sur le plan intellectuel. J'ai suivi aussi les cours de Piaget à Paris, puisqu'il était professeur à la fois à Genève et à la Sorbonne. Et une année, il a eu, la deuxième année où je suivais son cours, il a eu un infarctus du myocarde, et c'est Pierre Gréco qui l'a remplacé. Et donc j'ai eu une relation aussi privilégiée avec Pierre Gréco, qui est devenu ensuite directeur à l'école d'Autier en sciences sociales, hein, qui était un grand ami, et un grand frère, je dirais, quoi, parce qu'il avait quelques années de plus que moi, donc il me montrait un peu le chemin, quoi. Moi, voilà les personnes qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup impressionné quand j'étais jeune chercheur. On a besoin de ça. Hein. Quand on est jeune, on a besoin d'avoir des repères importants, quoi. Et Piaget, c'est un choc. Hein. C'est un choc pour quelqu'un qui était un petit peu... Donc Piaget enseignait... Il enseignait à la Sorbonne, il enseignait à Genève et à la Sorbonne. Et d'ailleurs, la deuxième année, il n'a pas fait cours toute l'année parce qu'il a fait un infarctus. Mais grâce à lui, j'ai pu rentrer au CNRS et il m'a invité à Genève, après aussi à venir régulièrement au Centre d'épistémologie génétique. Et c'est comme ça que tu t'es engagé dans un travail de thèse? De psycho. De psycho. Et de thèse, oui. Je suis rentré au CNRS à ce moment-là. Voilà, et donc tu as fait ta thèse sous la direction de Jean Piaget. Autant qu'il dirigeait, parce que d'abord, tu vois, par exemple, la thèse principale que j'ai faite, il ne l'a jamais comprise. Mais moi, je n'allais pas dire du mal. Il en a rendu compte dans les études d'épistémologie génétique. J'aurais pu protester en disant, mais il n'a rien compris, le père Piaget, tu vois. Mais jamais j'aurais fait ça, parce que moi, je lui devais beaucoup de choses. Alors, ce qui m'a le plus influencé chez Piaget, c'est sa théorie des jeunes enfants, quand il a observé ses propres enfants, avec 3 livres, La naissance de l'intelligence, La construction du réel et La formation du symbole. Et ça, c'était quand même des idées tout à fait fondamentales. C'est la création de la psychologie cognitive du bébé et du jeune enfant. Et puis, il y avait toutes les recherches sur les conservations. Hein, les conservations du nombre, du volume, du poids, etc. La logique, qui l'avait beaucoup intéressé, en fait ça ne m'intéressait pas spécialement, et je pense que ce n'est pas la partie la plus intéressante de Piaget. D'ailleurs... Et les stades? Non, je ne pense plus. Non. Non, parce que... Non, le développement, oui, mais pas les stades. Ouais. Les stades, c'est trop ambitieux. C'est l'idée qu'on va trouver des stades généraux de pensée, qu'on va pouvoir résumer par des structures logiques, et ça, j'y crois pas. D'ailleurs, plus personne n'y croit. Oui. Alors que quand tu travailles sur le contenu des connaissances, comme par exemple les mathématiques, et lesquelles de mathématiques, parce que c'est pas pareil selon le domaine des mathématiques auquel tu t'intéresses, l'idée de développement, elle est parfaitement valable et intéressante. D'ailleurs, dans les thèses que j'ai accompagnées, hein, il y a beaucoup de choses qui portent sur le développement et sur le développement à long terme. Alors ça, c'est une chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment développée en didactique des maths. Alors, il faut savoir que dans la commission Lichner-Rovix qui avait organisé la réforme de l'enseignement des mathématiques modernes en France, c'était surtout des mathématiciens de l'enseignement supérieur qui se plaignaient de voir arriver des étudiants insuffisamment formés aux mathématiques modernes, notamment au concept de fonction, etc., et aux algèbres dont les mathématiciens modernes avaient besoin. Mais ils avaient justement essayé de trouver des interlocuteurs du côté de la psychologie. Et donc Piaget les intéressait parce que Piaget était structuraliste. Hein, il s'affirmait comme structuraliste. Bon. Et il avait d'ailleurs eu des relations avec quelques mathématiciens, dont Dieudonné et tout ça. Et Pierre Gréco, dont je parlais tout à l'heure, a été invité à faire partie de la commission Lichner-Rovix.
Ce qui fait qu'il y avait quand même une parenté, si vous voulez, entre les préoccupations de certains psychologues, disons d'inspiration piagétienne en gros, hein, et puis les mathématiciens qui souhaitaient voir évoluer l'enseignement des mathématiques pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il y a eu des bonnes choses et puis d'autres moins bonnes hein, qui ont été faites. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques. Et j'ai fait des recherches qui avaient une odeur un peu différente de celle que les mathématiciens pouvaient faire, puisque moi je venais de la psychologie. Et dans les années 95-96, on a décidé de s'organiser pour créer la didactique des mathématiques, avec des mathématiciens qui, eux, venaient essentiellement des IREM, les Instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Notamment sur un couple théorique fondamental qui est le couple situation-schème. Schème, forme d'organisation de l'activité, c'est un concept de Piaget que moi j'ai beaucoup élaboré, hein. Mais Piaget n'avait pas beaucoup parlé de situation, tandis que les didacticiens, ils étaient amenés du fait qu'ils voulaient faire changer les compétences et les conceptions des élèves, de construire des situations pour qui allaient les faire bouger, quoi. Provoquer les élèves pour déstabiliser leurs connaissances antérieures, s'appuyer dessus le cas échéant bien sûr, mais aussi les déstabiliser pour leur faire apercevoir des aspects nouveaux, puisque un des problèmes de la conceptualisation c'est de découvrir hein, des aspects nouveaux tout seul ou avec l'aide d'autrui. Alors répétition c'est assimilation, hein. Et puis surprise, ben, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est surpris? Il faut s'accommoder, faut disons, bouger ces formes de perception et ces formes d'organisation de l'activité pour saisir ce nouveau, ce côté nouveau de la chose. Et donc j'ai trouvé ça dans Piaget très peu de temps après avoir commencé à suivre ses cours, quoi. Très peu de temps. Donc c'était couple assimilation, accommodation. Le couple assimilation. C'est-à-dire, vous savez, Piaget était un biologiste de formation. Hein, il a publié son premier article à 13 ans. Hein. Et puis, donc, il avait dans la tête l'adaptation. Hein. Et il a l'adaptation parce que c'était toutes les théories de l'évolution. Et d'ailleurs, il était à la limite plus lamarckien que darwinien, bizarrement. Mais en fait, il était quand même très intéressé par tout ce qui se faisait dans le domaine de l'évolution. Et en fait, il a eu cette idée toute simple. Il a dit, mais la connaissance est adaptation. Et donc, il n'a eu de cesse de rechercher dans le développement du bébé, dans le développement de l'enfant d'âge scolaire et de l'adolescent, il n'a pas été plus loin, hein, ce qui était adaptation. Et adaptation, il l'a décomposé dans les deux, assimilation et accommodation. Hein? C'est-à-dire que l'organisme assimile, mais s'accommode. Et alors, en gros, pour lui, c'est une connaissance nouvelle, hein, c'est quelque chose qui résulte d'une accommodation au réel, qui résiste. Mais ce réel qui résiste, il résiste pas sur tous les points. Donc on va avoir chez le bébé, par exemple, une construction du réel progressive, dans laquelle l'enfant s'appuie sur sa connaissance antérieure pour essayer de développer des formes d'organisation nouvelles. Et alors il a fait la rupture sur un point très important, là je peux en dire un mot rapidement, c'est que il y a le concept de schème vient de Kant. Il a été repris beaucoup au début du siècle par quelques philosophes français néo-kantiens, et notamment par quelqu'un qui s'appelait Revaud d'Allonnes. Et alors moi je suis pour le centenaire de la revue de la Société française de psychologie, qui s'appelle Psychologie française, je suis retourné à certains textes de Revaud d'Allonnes de 1914. Et c'est clair, ce sont de très bons articles, mais Revaud d'Allonnes a du schème une idée essentiellement calquée sur la perception, sur le modèle de la perception. C'est-à-dire que le schème, c'est ce qu'on reconnaît hein, comme quelque chose de relativement familier, bien que ce soit schématique. Par exemple, une enseigne, par exemple, un proverbe, par exemple,
une femme qui passe. Il dit ça aussi à un moment donné. Hein. Donc c'est même pas la perception, c'est L' A perception. Hein. L'idée qu'on a des schémas de scène qui vont faire qu'on a, entre autres, c'est une théorie de la représentation. Hein. J'ai dans ma représentation des formes d'organisation perceptive qui me permettent de reconnaître une scène, par exemple, et pas seulement une image, une scène également. Piaget fait la rupture, il s'appuie sur Vaudalon, hein, mais il fait la rupture en disant non, mais attendez, le schème, c'est une forme d'organisation de l'activité. Et il va démontrer ça à travers les progrès. Alors il appelle ça sensorimoteur, moi j'aime pas le terme, hein. Je dis toujours perceptivo-gestuel parce que la perception est organisée, le geste est organisé et le sensorimoteur il n'est pas donné organisé. Hein, bon. Il est encore très biologique le sensorimoteur. Donc moi je dis, alors il a regardé ça à travers les formes d'organisation de l'activité perceptivo-gestuelle du bébé et notamment de ses propres enfants. Et là il a fait la percée. Il a fait la percée, c'est-à-dire qu'il a fait un travail que personne n'avait fait avant. Et puis il n'était pas content de ça seulement, il a travaillé ensuite sur les conservations, hein, c'est un de ses travaux les plus connus, la conservation des quantités discrètes, la conservation des quantités continues, masse, volume, quantité, etc. Et il a fait cette découverte que Platon et Aristote auraient pu faire, théoriquement, mais il n'a pas fallu moins de 25 siècles, hein, d'histoire de la philosophie pour que finalement quelqu'un pense à faire ça. Il a montré le changement de camp de l'évidence. L'enfant de 5 ans trouve évident, quand on met 7 coquetiers et 7 œufs en force, et qu'on dit, il y a plus de coquetiers, plus 2, c'est pareil, il y a autant de coquetiers que 2. L'enfant dit, oui, il y a autant de coquetiers que 2, c'est en correspondance spatiale, d'accord. On prend les coquetiers, on les écarte. Et maintenant, maintenant il y a plus de coquetiers. Parce que c'est plus long, hein, etc. Le même enfant, vous le prenez 2 ans après, il vous regarde en se disant, mais il est fou celui-là, pourquoi il me pose la question? Et il sort 3 arguments, hein, que Piaget a très très bien identifiés. 3 arguments, c'est, on peut revenir comme c'était avant, donc il n'y a pas plus de coquetiers que 2, c'est pareil, hein, on peut revenir comme c'était avant. C'est plus long, mais c'est moins serré, compensation. Et puis l'argument décisif, c'est on n'a rien ajouté ni rien enlevé. Si vous servez ces arguments à des petits de 5 ans, en leur disant, mais tu vois, le petit garçon là-bas, il m'a dit que, ben oui, c'est plus long, mais tu viens de me dire c'est plus long, donc il y a plus de coquetiers. Il m'a dit, c'est plus long, mais c'est moins serré. Ah ben oui, c'est moins serré. Ben alors, ah ben il y a quand même plus de coquetiers. On peut revenir comme c'était avant. Ah oui, mais il y a quand même plus de coquetiers. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas l'argument. Ça, c'est un élément absolument décisif sur le plan cognitif. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, les arguments qui vont être spontanément donnés par un enfant, alors c'est pas parce qu'il a vieilli seulement, c'est parce qu'il a rencontré des expériences de toutes sortes, bien sûr, hein. Mais les arguments qui sont servis par un enfant de 7 ou 8 ans ne sont pas reçus par un enfant de 5 ans. Alors, transposer ça sur la connaissance. Le schème, c'est facile, vous avez utilisé une formule tout à l'heure qui m'a fait tilt. C'est vrai que c'est facile de comprendre le concept de schème dans les situations où l'activité se répète. Alors le problème, c'est la surprise de De Croo et le nouveau, d'accord? Alors, ma théorie à moi, c'est que le schème est aussi un bon concept pour comprendre ce que va faire un sujet dans une situation nouvelle. Parce qu'il n'a pas de moyens. La situation est nouvelle, donc il ne sait pas comment s'y prendre. Hein, on a tous rencontré ça, d'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de puiser dans son répertoire de schèmes des ressources qui peuvent être décomposées et recomposées, avec en plus éventuellement une découverte en situation, hein, de telle manière que finalement on va développer une forme d'organisation nouvelle. Donc cette idée
que le schème, c'est pas, il ne marche pas tout seul. Le schème est associé à une classe de situation. Cette classe de situation est souvent locale, très petite au départ. Quand l'enfant découvre l'addition, il la découvre pour des situations très particulières. La réunion de deux petits ensembles dans un seul ensemble, ou la transformation d'un état initial. Voilà. Et puis après. Si j'ai besoin de calculer ce que j'avais au départ, alors que je viens de perdre des billes et que maintenant j'en ai 7, j'en ai perdu 5, j'en ai 7, combien est-ce que j'en avais au départ? J'ai perdu des billes, il faut quand même faire une addition. Ben, ça a l'air de rien pour vous et pour moi, ça n'est rien, c'est pas une difficulté, mais pour un enfant de 7 ans, c'est une difficulté. Au point qu'il va comprendre cette addition-là 2 ans, avec 2 ans. Et comment cette théorie des champs conceptuels a émergé? Bah, d'abord parce que les mathématiques, c'est un contenu. Donc c'est intéressant de regarder de près ce contenu et l'évolution des compétences des élèves par rapport à ces différents contenus. Alors ça commençait avec les structures additives et les structures multiplicatives. Pourquoi parler de structures additives et de structures multiplicatives? Bah parce qu'il n'y a pas une addition et une soustraction, il y a plusieurs situations qui appellent une addition. Il y a plusieurs situations qui appellent une soustraction, ou une multiplication, ou des multiplications, etc. Et donc ça m'a ramené vers le contenu, alors que Piaget était davantage orienté vers la logique. Alors la théorie des champs conceptuels, c'est pour moi essentiellement lié au fait que beaucoup de gens travaillaient sur des choses un petit peu trop pointues et qu'on ne comprenait pas très bien comment elles pouvaient se développer. Et si tu ne regardes pas un ensemble de concepts, et notamment un ensemble de situations dans lesquelles ces concepts sont opératoires, tu ne peux pas comprendre grand-chose au développement, en particulier sur le développement sur le long terme. Dans la durée. Voilà, dans la durée. Et donc voilà, c'est ça que, par exemple, les additions, ça commence à 5-6 ans, mais c'est pas fini à 14 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, les mathématiques, c'est pas seulement une connaissance, ou un ensemble de connaissances. Et c'est d'abord une activité. Et une activité en situation. Et ça commence très tôt. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'enfant, et les jeunes enfants notamment, avec ça par exemple. Mais même les structures additives ou les structures multiplicatives, j'ai travaillé surtout avec des enfants et des adolescents. Un peu avec des adultes, mais surtout avec des enfants et des adolescents. Au point que, quand j'ai commencé à travailler, il y a des gens qui disaient de moi que j'avais une conception ouvriériste des mathématiques. J'ai aimé beaucoup l'expression, parce que comme j'étais membre du Parti communiste, je savais ce que c'était que l'ouvriérisme. Et les déviations ouvriéristes du Parti communiste français, par exemple. Tu vois. Mais c'est vrai que l'idée même de regarder des situations plus ordinaires que les situations auxquelles les mathématiciens professionnels s'adressent, c'était quand même une idée intéressante, à mon avis, et qui a permis qui est toujours intéressante et qui a de l'avenir. Voilà. Et donc ça, c'est un point tout à fait essentiel pour moi. Et c'est vrai qu'un champ conceptuel, c'est un ensemble de situations tellement vastes que certaines de ces situations sont vraiment des situations ordinaires, dans lesquelles les choses germent, même si un certain nombre de propriétés des concepts en jeu ne vont pouvoir être élaborés que beaucoup plus tard. Alors ça, tu regardes l'histoire des mathématiques, il y a des tas de choses qui sont arrivées dans l'histoire des mathématiques avant qu'on formalise. Par exemple, tu prends le concept de fonction et de variable, les concepts de fonction et de variable, bon, il se passe plein de choses avant que le XVIIe et le XVIIIe siècle en parlent d'une manière plus systématique. Alors les schèmes? Alors les schèmes, c'est l'activité. Voilà, bon, je m'excuse, je me rends compte que c'était peut-être un peu long et il y a beaucoup de choses que vous saviez déjà, mais je trouvais intéressant quand même de regarder, il y a au passage des points qui sont intéressants. Alors je vais avancer parce que je vais manquer de temps autrement, mais Vergniaud, en fait, ce qu'il faut savoir en didactique des maths, c'est que ses travaux sur les champs conceptuels, on s'en sert pas mal en formation, mais ça n'a pas donné lieu actuellement à beaucoup de prolongements. Il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent dans ce paradigme-là. Et finalement, l'héritage de Vergniaud, il est plus lié à ce qu'il a fait après en didactique professionnelle, où je pense que c'est plus des influences vygotskiennes, alors je regarde, mais qui sont importantes que c'est ce qu'il nous raconte là. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Alors,
Maintenant, je vais passer au point de vue de Brousseau, que je vais détailler un peu plus. Alors, Brousseau, il part de l'idée que quand on regarde la question de la résolution de problèmes, ben on voit que ce qui nous intéresse, c'est l'étude des conditions d'apparition des connaissances qui vont jouer un rôle essentiel. Et en fait, tout son projet va être de créer, alors on pourrait dire, des genèses artificielles à travers des ingénieries dans cette notion de situation. Et ces conditions, ça va être considéré comme un milieu dans lequel le sujet poursuit un but et dans un jeu qui peut être modélisé par une situation. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la situation, c'est vraiment un concept qui est compliqué à comprendre chez Brousseau, c'est vraiment la modélisation d'un jeu, de l'interaction, avant tout un sujet qui apprend avec un milieu. L'enseignant, au départ, dans la modélisation de Brousseau, il est un peu absent. Ça a d'ailleurs posé pas mal de problèmes. Du coup, chaque concept mathématique va être associé à des conditions dans lesquelles un être humain est amené à produire comme réponse un comportement spécifique qui témoigne de la connaissance de ce concept mathématique. Ce qui veut dire que les mathématiques ne vont pas s'enseigner avec un discours, mais elles s'apprennent en mettant en place les conditions d'une rencontre dans une interaction avec un certain milieu. Alors ce milieu, il a deux propriétés qui sont tout à fait essentielles. C'est qu'il n'est pas finalisé, ça c'est ce qui va donner la notion de adidactique, et qu'il est antagoniste. L'idée de l'antagoniste, c'est l'idée que ça résiste. Autrement, il n'y a rien à apprendre. Donc une situation adidactique, c'est une situation qui a une finalité didactique, puisque ça se situe quand même dans un contexte d'enseignement, c'est organisé par l'enseignant, avec un sujet qui agit comme si la situation n'était pas didactique. Il répond, en particulier le sujet, il répond indépendamment des attentes de l'enseignant. Alors ça, c'est ce qu'on peut... Chevalard avait mis j'aime bien cette citation parce qu'elle résume assez bien ce paradoxe finalement, qui est que l'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir des élèves qu'ils apprennent, mais bien de faire en sorte qu'ils puissent apprendre. Il a pour tâche non la prise en charge de l'apprentissage, qui demeure hors de son pouvoir, ça reste du pouvoir seul de l'élève, mais la prise en charge de la création des conditions de possibilité de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre si on veut comprendre la théorie des situations. Alors, voilà le schéma qui permet de comprendre un peu cette histoire-là, avec la notion d'action et de rétroaction entre le sujet et le milieu. Et si on poursuit, ici, on voit que l'élève va construire une connaissance pour résoudre la tâche, et in fine, le problème, c'est qu'il doit pouvoir identifier ce qu'il a construit comme référent à un savoir auquel sa connaissance se réfère pour lui permettre de résoudre de nouvelles tâches. Et ce savoir, c'est ce qui est institutionnalisé chez les mathématiciens. Ce qui fait que l'institutionnalisation, c'est un phénomène d'acculturation, c'est l'acculturation à la culture mathématique. Et toute cette progression sur une situation qui va prendre toute une séquence d'enseignement, en fait, ça se fait selon différentes dialectiques d'action et de rétroaction entre le sujet et le milieu. Alors ces dialectiques, c'est tout l'objet de la création de la théorie des situations, avant tout mathématique, avant d'être la théorie des situations didactiques chez Brousseau. Et ces dialectiques, elles sont de 4 ordres. Il va y avoir une dialectique de l'action, une dialectique de la formulation, une dialectique de la validation, et puis la dernière qui est celle de l'institutionnalisation. Et tout ça, ça va être, alors ça, je n'aurai pas le temps d'aller jusque-là, mais ça va être régulé par le concept de contrat didactique. Alors, comment ça se met en place? Je vais ici vous présenter très succinctement, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit en plus dans le cadre du séminaire Piaget, puis c'est quelque chose qui est un peu rebattu maintenant, mais rapidement pour donner un premier exemple, puis après je vais détailler un autre exemple qui est celui de la course à 20. Si on est sur la question du nombre, et on se rapproche ici de l'idée de ce que disait Brousseau tout à l'heure dans la citation par rapport à la conservation. Ici, vous avez une situation qui est la situation fondamentale, non pas du nombre, mais de la quantité. C'est-à-dire que du point de vue épistémologique, ce qui est important à comprendre, c'est qu'avant qu'un enfant puisse comprendre tout l'intérêt du concept de nombre, il faut qu'il comprenne, et c'est bien l'enjeu de l'épreuve de conservation, que ce qui est important dans une collection d'objets, ce n'est pas simplement l'espace que ces objets occupent, mais c'est la quantité d'objets.
Donc la situation fondamentale, elle est très simple ici, enfin elle peut paraître très simple, c'est l'idée de construire une collection équipotente à une collection donnée. Donc ici, par exemple, je vous ai mis une collection de coquetiers, et puis il y a une collection d'œufs. Et tout l'objet de l'enseignement ici va être de donner à l'élève, de mettre l'élève dans des conditions qui vont changer pour qu'il construise une connaissance autour de la notion de quantité en faisant tout le temps la même chose, c'est-à-dire de construire des collections équipotentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Si vous prenez le cas le plus simple de conditions les moins contraignantes, vous pouvez imaginer que l'ensemble des œufs, là le panier où j'ai mis la petite poule, se trouve tout près des coquetiers. Alors, clairement ici, la consigne doit être que l'élève doit mettre dans le panier autant d'œufs, pas plus, pas moins, que ce qu'il faut pour qu'il y ait un œuf par coquetier et qu'une fois qu'il a mis un œuf par coquetier, le panier soit vide. Et ça, il doit le faire en une fois. Bien entendu, il ne fait pas des allers-retours en ajustant. Hein. Si les œufs sont tout proches, en fait, il y a un moyen d'y arriver. Ça va être, chaque fois qu'on met par exemple un œuf dans le panier, de pointer sur un coquetier. Voire on peut même poser les œufs devant les coquetiers. Alors vous allez me dire, c'est très simple. C'est très simple, mais remarquez au passage qu'un élève qui fait ça, au sens de Piaget, va être conservant. C'est-à-dire que quand il va ramasser les œufs et qu'il va les mettre dans le panier, il aura bien l'idée qu'il y a la même quantité d'œufs que ce qu'il y avait avant. Donc il utilise une connaissance en acte, hein, donc dans l'action, c'est-à-dire que cette connaissance, elle ne va pas être du tout formulée, qui est que la correspondance terme à terme permet de créer des collections équipotentes. Ce qui, au passage, dans une formalisation très stricte des mathématiques, est la connaissance qu'il y a. Deux ensembles équipotents en mathématiques, c'est qu'il existe une bijection entre les deux ensembles, y compris pour des cardinaux infinis, hein, au passage. D'accord ? Donc c'est vraiment une connaissance, c'est quelque chose qui se rattache à un savoir mathématique qui n'est pas si banal que ça, cette histoire-là. D'accord ? Alors ça va être la première dialectique, c'est la dialectique de l'action. C'est-à-dire que la connaissance que l'élève construit par rapport à l'équipotence, c'est une connaissance qui n'est pas du tout explicite, qui est complètement implicite, hein, mais qui lui permet de réussir la tâche. Bien entendu, vous avez plein d'élèves à ce niveau-là. Si vous prenez ça, c'était quelque chose à faire avec des élèves de 3-4 ans, hein, des élèves qui mettent un nombre d'œufs complètement arbitraire dans le panier, à ce niveau-là. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Alors ensuite, on va toujours sur la même situation fondamentale, changer les conditions de rencontre de l'élève avec la situation, où on va, dans un premier temps, par exemple, l'éloigner, enfin pas par exemple, hein, la première étape à faire, c'est d'éloigner le panier où il y a les œufs, le mettre au fond de la classe, ce qui veut dire qu'au moment où l'élève va aller chercher les œufs, il n'aura plus la possibilité de voir les coquetiers, et du coup, eh bien, cette connaissance en acte, elle ne va plus être suffisante, parce qu'il ne pourra plus faire cette correspondance terme à terme directement. Donc il va falloir qu'il utilise un intermédiaire. Alors ça peut être la mémoire, ça peut être selon les conditions, mais si on met des conditions suffisamment, par exemple ici suffisamment de coquetiers, hein, et que la distance est suffisamment grande, eh bien il va falloir que l'élève construise un autre type de connaissance dans une dialectique maintenant de formulation, même si on est dans une situation d'autocommunication, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il trouve un moyen de garder la mémoire de la quantité d'œufs. Alors ça peut être fait en levant les doigts, ça c'est tout à fait possible, c'est techniquement un peu compliqué, mais il y a pas mal d'élèves qui se débrouillent comme ça. Ça peut être en mettant des coches sur une feuille, ça peut être en prenant des jetons, mais quoi qu'il fasse, de toute façon, il crée une collection intermédiaire équipotente. C'est-à-dire qu'il va utiliser entre les coquetiers et les œufs une troisième collection, qui est une collection intermédiaire équipotente. D'accord ? Ce qu'on fait quand on compte. C'est-à-dire que quand on compte les objets, en fait, on crée une collection équipotente en énonçant les mots nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Mais ce n'est pas le seul moyen d'y arriver. Alors après, on est dans une dialectique de formulation qui est une autocommunication. Alors on peut après élaborer cette formulation à travers des jeux de messages, où ça peut être un jeu de marchand, c'est-à-dire que l'élève n'est pas simplement à mémoriser le truc, mais il doit acheter des œufs à un marchand, c'est-à-dire qu'il doit lui donner, on peut mettre comme contrainte dans les conditions que ça soit un message écrit ou que ça soit au contraire un message oral, etc. On peut changer tout un tas de conditions,
Et on voit que, à partir de cette situation fondamentale de construction d'une collection équipotente, en jouant sur ce qu'on appelle les valeurs des variables didactiques, hein, mais qui sont en fait les moyens de changer les conditions de rencontre de l'élève, faire en sorte que l'élève soit contraint de construire une connaissance de plus en plus élaborée, avec, à l'intérieur de ces situations, des enjeux de validation, hein, dans une dialectique de validation, pour vérifier que la technique qu'il met en place marche. Alors ici, la validation, on la voit moins que tout à l'heure, on va le comprendre dans la course à 20, mais il y a des enjeux de validation. Et enfin, ici, l'institutionnalisation, ça va être quand on va donner le fait que pour arriver à des collections équipotentes, il faut avoir une collection intermédiaire. Alors, j'en dis pas plus sur cet exemple-là. Maintenant, je vais venir à l'exemple de la course à 20. Est-ce que tout le monde connaît la course à 20 ici ou pas? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire de course à 20? Levez la main que je sache, que j'ai une idée. Bon, il n'y en a pas beaucoup apparemment. Tous les autres, vous connaissez? Non, c'est important parce que je ne vais pas... Alors, la course à 20, c'est une situation que Brousseau a beaucoup travaillé. Au départ, en fait, l'idée qu'il avait derrière, c'était de travailler sur la division. Je vous expliquerai pourquoi, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. En fait, la course à 20, c'est un jeu. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs ou à 2 équipes, avec une règle très simple qui consiste à dire que le premier choisit de dire 1 ou 2, puis le suivant ajoute 1 ou 2, et ainsi de suite à tour de rôle. Et celui qui gagne, c'est celui qui dit 20. Alors plutôt que de le raconter moi, je vais vous montrer ici une vidéo collector qui est... En fait, vous avez ici Nadine Brousseau, c'est-à-dire la femme de Guy, dans le dispositif qu'ils avaient mis en place à l'école de Talence, dans la banlieue de Bordeaux, qui s'appelle le COREM, le Centre d'observation et de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Entre 72 et 98, à Bordeaux, dans des conditions particulièrement intéressantes à l'époque, le ministère c'était pas les conditions actuelles, hein. Les enseignants avaient un financement qui leur permettait d'avoir un tiers de leur temps qui était consacré à la recherche. C'est-à-dire qu'ils enseignaient en fait 2 tiers de temps, et l'autre tiers de temps, ils étaient payés pour participer aux recherches que Brousseau et l'équipe de l'IREM de Bordeaux mettaient en place. Là, il y a une quantité de films très importants qui existent encore, hein. Toutes ces séances étaient filmées, après étaient discutées entre les chercheurs et les enseignants. Et dans les enseignants de l'école, il y avait Nadine Brousseau. Si on a le temps, à la fin, je vous montrerai une petite vidéo d'hommage à Nadine, parce qu'elle a joué un rôle très très important et qui n'était pas toujours simple, je pense. Mais voilà, ici, je vous montre... voilà, c'est un film où vous verrez la consigne sur la course à 20. C'est très daté, hein. Ça date des années 70. Alors à l'époque, ils appelaient ça qui dit à 20, maintenant on dit plutôt la course à 20. Donc cours moyen première année, ça correspond à Genève, à la cité. Bon, nous allons faire un jeu. Ce jeu s'appelle Qui dit 20. Je vais vous expliquer en quoi il consiste. On va jouer à 2. À 2. José, est-ce que tu veux venir avec moi? Allez, viens. Tu vas prendre une craie. J'explique pour tout le monde. Vous regardez. Un des adversaires, c'est mon adversaire, n'est-ce pas? Un des deux va dire un nombre. Va commencer, va dire 1 ou 2. Et l'autre va ajouter 1 ou 2 à ce qu'il vient de dire. On commence. Tu commences ou je commence? Je commence. Eh bien, moi, je dis 1 et je l'écris. Toi, tu as le droit d'ajouter 1 ou 2 à ce que je viens d'écrire. Pas davantage. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu ajoutes 2, qu'est-ce que tu dis? 3. Alors, qu'est-ce que tu écris? 3. Tu écris 3. Voilà. Alors, tu l'écris un petit peu plus bas que mon chiffre. Celui qui gagne est celui qui écrit 20 le premier. Moi, je continue. J'ai le droit d'ajouter ou 1 ou 2 à ce qu'il a écrit. Alors, je vais ajouter 2. Qu'est-ce que je vais écrire ici? 5. Je vais écrire 5. Je l'écris un petit peu plus bas. José, tu continues. Tu peux écrire ou 1 ou 2. Tu peux ajouter 7. Tu ajoutes 7. Très bien, je continue. J'ai le droit d'ajouter 1 ou 2. Eh bien, moi, j'ajoute 1. Et j'écris 8. Vous comprenez? Oui. Joël, tu viens continuer. Tu viens prendre ma place. Alors, c'est à José à continuer à jouer. Joël a écrit 8.
Toi, tu as le droit d'ajouter 1 ou 2. 2. Alors, tu écris 10. 2. 12. 2. 14. 1. 15. 2. 16. Ah, si tu ajoutes 2, ça ne fait pas 17. 16. Non, Tu ajoutes 2 17. à ce qu'il écrit, lui. 17. 2. 19. Vous avez compris la règle. Celui qui dit 20 a gagné. 2. 19. 21. Tu ajoutes 1 ou 2. Il faut et tu écris 20. et qui a gagné? José. José a gagné. Qui n'a pas compris le jeu? Moi, je Vous avez tous compris? Vous avez... Bon, voilà. Donc, tout le monde a compris la règle, si jamais vous ne l'aviez pas vu déjà. Alors là, on voit un début au passage. On peut utiliser ça en formation. Moi, je m'en sers pour montrer un peu une idée d'évolution, comment on explique une consigne à des élèves qui sont, somme toute, assez petits, avec l'enseignant qui commence à jouer, puis qui après arrête de jouer. C'est souvent quelque chose que je fais travailler aux élèves en posant des questions comme ça. Dans la deuxième scène de cette mise en scène, ce qui est intéressant avec la course à vin, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure avec les œufs et les coquetiers, c'est que les changements de conditions ne portent pas sur des changements de variables, de valeurs de variables de la même nature. Ici, c'est l'organisation de la classe, et ça me paraît très très important justement par rapport à la distance de ce qu'on pouvait récupérer des travaux de Piaget, qui n'a jamais travaillé vraiment dans le contexte scolaire, hein, où on est là dans une situation où c'est vraiment la façon de faire travailler les élèves toujours sur le même objet, c'est toujours la course à 20, hein, c'est toujours le même jeu, mais avec des conditions de rencontre qui vont jouer sur le rôle que chacun des élèves vont jouer les uns par rapport aux autres, et un milieu qui va évoluer par le fait que les parties vont s'accumuler. Alors ça, il va falloir vraiment en prendre conscience tout de suite. Dans la deuxième scène, on met les élèves 2 par 2, les élèves jouent des parties, alors on les laisse en jouer 4 ou 5 hein, facilement. Et ce qui est très important, c'est qu'on leur demande d'écrire les parties comme elles ont été écrites au tableau. C'est-à-dire qu'ils écrivent sur une feuille les différents nombres qu'ils choisissent au fur et à mesure. D'accord ? Et la question qu'on peut se poser ici, c'est quel est le milieu avec lequel les élèves interagissent ? Alors dans le milieu, qui est un concept très flou hein, chez Brousseau finalement, mais dans le milieu, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver l'autre élève, les propres connaissances de l'élève, les connaissances de l'autre élève. Mais ce qui va aussi intervenir dans le milieu, et ça c'est très important, c'est toutes les parties qui ont été jouées au fur et à mesure. C'est-à-dire que ces parties, et c'est pour ça qu'on les écrit, elles restent là et elles ont été jouées. Donc c'est le milieu avec lequel l'élève interagit, c'est-à-dire que si on avait le temps et si vous ne connaissiez pas la course à vin, ça c'est quelque chose dont on se rend compte très facilement, c'est qu'au début, quand on joue un peu n'importe comment. N'importe qui, hein, quand on ne connaît pas du tout le truc, on se dit, bon, en gros, il y a 2 catégories d'élèves. Il y a les élèves prudents qui font tout pour retarder le plus longtemps possible, arriver vers 20, donc ils rajoutent 1 en se disant, bon, ben, ça me laisse le temps de me retrouver un peu dans l'embarras. Puis il y a les pressés ou ceux qui ont vraiment envie de gagner qui rajoutent 2. Hein, bon, de toute façon, il n'y a pas un choix immense. Hein, 1 ou 2, ça limite le choix. Puis ceux qui font complètement au hasard. Puis on voit bien, alors en général, ça arrive tout le temps, hein, comme vous l'avez peut-être perçu ici, tout de suite, quand quelqu'un dit 17, là, ce n'était pas évident avec ces élèves-là, mais souvent, quand il y en a un qui dit 17, l'autre se rend compte qu'il est coincé, qu'il va perdre forcément. D'accord ? Mais, voilà. Donc ce milieu, il s'enrichit au fur et à mesure des parties. Et la procédure de base, ben, c'est ce que je viens de dire. Hein. De toute façon, l'élève, il n'a pas tellement de raison de faire autrement qu'un peu au hasard. Et pourquoi on fait jouer plusieurs parties ? Alors, quel est l'enjeu pour l'élève ? Ben, l'élève, on le fait jouer. Donc, l'enjeu qu'il a en ce moment-là, c'est juste de gagner par rapport à son camarade. Hein. On ne va pas chercher plus loin. Donc là, on est vraiment dans un milieu qui n'est pas finalisé en termes de connaissances. Hein. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'il n'est pas finalisé. Le seul truc qu'il a comme enjeu, c'est de gagner. Et en quoi ça résiste ? Ben, que comprendre comment on gagne, ce n'est pas évident au départ. D'accord ? Donc l'antagonisme, il est là. Alors pourquoi on fait jouer plusieurs parties ? Ben, c'est pour que ce milieu s'enrichisse. Pour passer à la scène 3, alors ici, le rôle de l'enseignant, ben, c'est seulement de vérifier que les élèves
respectent les règles, que les élèves écrivent les parties sur leurs feuilles pour qu'il y ait des traces écrites. Mais bien entendu, si les élèves commencent à poser des questions, ils ne répondent pas. Alors la scène 3, elle est très différente. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On divise la classe en deux parties, deux équipes, d'accord? Et on donne comme consigne aux élèves qu'ils ont une dizaine de minutes ou un quart d'heure, ça dépend du niveau des élèves, de ce qu'on perçoit. Ils ont un certain temps pour se mettre d'accord, pour se concerter, pour partager entre eux ce qu'ils ont compris de comment on pouvait gagner. D'accord? Donc on ne leur dit pas plus. Et ce qu'on leur dit, c'est qu'au bout des 10 minutes ou du quart d'heure qu'on leur aura laissé, on va désigner ou tirer au sort, je crois que dans la course à vin chez Brousseau, ils le font, oui, on l'a même fait comme ça, on tire au sort le représentant de l'équipe, le champion de l'équipe, si vous voulez, et les deux champions vont jouer une partie au tableau. D'accord? Alors vous voyez qu'ici, on est toujours dans la course à 20. Ce qu'on va changer, c'est les conditions ici. C'est plus simplement de jouer une partie avec son camarade et d'essayer de gagner, mais c'est un enjeu collectif d'élèves qui doivent échanger sur savoir comment ils vont gagner. Alors, quels sont les différents rôles des élèves? Quel est l'enjeu à ce moment-là? Et pourquoi est-ce qu'on ne désigne pas tout de suite les porte-paroles ou les champions des équipes? Alors bien évidemment que l'idée ici, c'est de passer à une dialectique non plus d'action. Tout à l'heure, on était dans une dialectique d'action, c'est-à-dire que l'élève, il interagit dans le milieu, mais son seul objectif, c'est de gagner la partie. Donc même s'il commence à entrevoir des moyens d'arriver à gagner, il n'a aucune raison de le formaliser, de le formuler. Il est simplement à essayer de gagner. D'accord ? Quand on est là, si un élève a une idée très précise sur la façon dont il pourrait gagner, ben, l'enjeu qu'il va avoir, c'est de convaincre ses camarades, et tous les camarades, parce qu'il ne sait pas lequel d'entre eux va être désigné pour jouer la partie, qui va représenter l'équipe, de lui faire comprendre comment il va gagner. Donc on est vraiment ici dans une dialectique qui va être une dialectique de formulation, d'accord, où l'enjeu pour les élèves, c'est d'arriver à se faire comprendre par rapport à ce qu'ils ont compris de comment gagner, et pour les autres, de comprendre ce que les autres élèves disent. D'accord ? Et puis, la dernière phase, la dernière scène, c'est, on va changer complètement l'objectif. Donc après ça, les élèves jouent la partie, d'accord ? Oui, j'ai oublié de dire ça. Les deux champions vont jouer les parties, et en fait, il va y avoir une phase de validation qui va être liée au fait que la stratégie que les élèves auront partagée va être validée ou invalidée par le fait que le champion aura ou pas gagné, en partie au moins. Et la dernière étape, on va garder les deux équipes maintenant, mais on change complètement la consigne. Chacune des équipes à tour de rôle va pouvoir proposer une proposition, donner un énoncé sur quelque chose qui pense être vrai, qui peut permettre d'arriver à gagner. D'accord ? Et c'est là que c'est important, l'équipe adverse va devoir valider ou invalider la proposition de l'équipe proposante. Donc il y a des proponents et des opposants, et les opposants, c'est eux qui valident le fait que la proposition de leur camarade est correcte ou pas. Si la proposition est correcte, l'équipe qui a proposé, enfin si l'équipe adverse admet que la proposition est correcte, l'équipe gagne un point. Si au contraire, la proposition est invalidée par l'équipe opposante, eh bien l'équipe adverse gagne 3 points. Pourquoi 1 point, 3 points? Vous voyez bien pourquoi. C'est pour mettre la pression sur le fait que les propositions ont intérêt à être bien discutées à l'avance. D'accord? Donc là, on est vraiment dans une dialectique de validation, et la validation va se faire soit en trouvant des démonstrations des propriétés si elles sont vraies, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un théorème dont il faut trouver une démonstration, ou alors, si elle est invalidée, c'est en trouvant une partie qui se serait jouée selon la façon dont l'équipe opposante pensait et qui n'a pas conduit au gain, à la réussite. Donc c'est ce qu'on va appeler un contre-exemple. Donc ici, on va retrouver en fait, entre les deux équipes,
une discussion qui porte non pas sur le but du jeu, mais sur le fait de pouvoir rentrer dans une argumentation mathématique pour trouver les règles du débat mathématique et savoir quand est-ce qu'un argument peut être valide ou invalide. Juste, dans le cadre justement, j'ai récemment, l'année dernière, fait moi-même une expérimentation sur la course à vin dans l'école internationale de Genève. Alors c'est en anglais, hein, mais vous voyez là, les élèves ont ils ont des GoPros sur la tête parce que dans la partie des jeux individuels, on leur avait mis des GoPros. Alors écoutez bien, parce que c'est en anglais, mais j'espère que le son est assez bon. Ici, on est sur un argument, en fait, la question c'est, si on dit brutalement, si je dis 17, je vais gagner. Dit comme ça, cette proposition mathématique n'est pas correcte. Parce que si on dit 17, si l'autre par exemple dit 18, rien ne vous empêcherait de dire 19. Même si ce n'est pas comme ça qu'on gagne. D'accord ? Donc en fait, la vraie proposition, ce n'est pas si je dis 17, je gagne. C'est si je dis 17, j'ai un moyen de gagner. Ce qui n'est pas tout à fait pareil du point de vue mathématique. Hein. On est vraiment sur la question de l'argumentation mathématique, qu'on appelle des fois l'apodictique, hein, c'est la raison, le fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui ne peut pas être autrement. D'accord ? Alors vous allez voir comment ça s'est concrétisé dans cette classe. Bon, c'était des très bons élèves, hein, ils ont tout de suite trouvé des choses intéressantes, mais là-dessus, ils ont quand même bien argumenté. If you start and follow our strategy and make no mistakes, you will win automatically. That's what this is not an argument. Your group. It's not about statement. It's not that you know it by heart. It's if everyone just knows this strategy and they do it, they might mess it up. Yes. Yeah, but we say if you don't mess it up. If you do it, in our statement, we said if you don't mess it up. So you just said that you can get 2, it's an automatic win. J'essaye de m'en sortir. If you don't mess up. Yeah, that's what we said. If you use our strategy completely. Okay. Listen, guys, listen. If I pick 17, I am sure to win. Listen carefully. If I pick 17, I am sure to win. No. Who will agree? Well, it depends. Who will agree on that? Nothing else. Okay? And who doesn't agree? So why don't you agree, Jonas? Yeah, it could be really easy. Like, in my opinion, you should win. But maybe, like, an example, this already happened because I played this game before. Someone's like, yeah, oh, I just got 17. Oh, I'm gonna win. And then they didn't realize they put like a random number, like 18, and then the other win. You should win, but you could make a bad move. Yeah, but Shh. What Jonas is saying is that even if I say 17, if the other one say 18, then I can say 19. Maybe it's stupid, but I can still say 19. And if I say 19, I'm sure to lose because the other one can only say 20. So what Jonas is telling us is that there is a counter-example. You know this word, a counter-example? It means that there is one game, which shows that this statement, if I get to 17, I'm sure to win, is not true. Donc là, on est dans l'institutionnalisation, hein. Donc l'institutionnalisation de la notion de contre-exemple. Alors bon, c'était dans un contexte bien particulier. Voilà, bon, je vais arrêter là-dessus. Je voulais juste, pour terminer, comme je vous l'avais promis... alors non, pardon, non, je n'ai pas fini, je voudrais juste... Excusez-moi, ouais. J'ai une citation ici de Brousseau qui montre bien, par rapport à cette course à 20, comment cette course à 20 est un exemple tout à fait intéressant dans la théorie des situations par rapport à l'argumentation mathématique. Hein. Alors voilà ce qu'il dit. Les raisons qu'un enfant peut donner pour en convaincre un autre, celles qu'il peut accepter pour changer d'avis sans perdre sa dignité, doivent être élucidées progressivement, construites, éprouvées, formulées, débattues et convenues. Faire des mathématiques ne se consiste pas seulement à recevoir, apprendre et émettre des messages de mathématiques corrects et pertinents, appropriés. Énoncer un théorème, ce n'est pas communiquer une information, c'est toujours affirmer que ce que l'on dit est vrai dans un certain système, c'est se déclarer prêt à soutenir cette opinion, en donner une démonstration.
Il ne s'agit donc pas seulement pour l'enfant de savoir des mathématiques, mais de les utiliser en tant que raison d'accepter ou de rejeter une proposition, un théorème, une stratégie, un modèle, ce qui exige une attitude de preuve. Cette attitude n'est pas innée, elle se développe et s'entretient par des situations didactiques particulières. En mathématiques, le pourquoi ne peut pas être appris seulement par référence à l'autorité de l'adulte, la vérité ne peut pas être la conformité à la règle, à la convention sociale comme le beau ou le bon. Elle exige une adhésion, une convention personnelle, une intériorisation qui par essence ne peut être reçue d'autrui sans perdre justement sa valeur. Nous pensons qu'elle commence à se construire dans une genèse dont Piaget a montré l'essentiel, mais qui implique aussi des relations spécifiques avec le milieu, en particulier lors de la scolarité. Nous considérons donc que faire des mathématiques est d'abord pour l'enfant une activité sociale et non pas individuelle. Donc ça, c'était pour conclure par rapport à ce truc-là. Et puis, juste, je voudrais vous montrer, ça prend 2 minutes, un petit hommage à Nadine. C'est toujours dans l'interview qu'on a vue tout à l'heure. En fait, Nadine était à côté de lui. Et voilà, elle raconte un peu comment ils travaillaient au Corem au tout début et comment Brousseau a mis en place ces situations. Et en fait, c'était elle qui les faisait dans les classes. En ce qui concerne les recherches sur les réseaux rationnels et décimaux, ça a été une très grosse, une très lourde recherche, un très gros travail et très long. Il y a eu d'abord la première année quand on a commencé, j'ai travaillé essentiellement avec Guy. On travaillait il avait tout dans sa tête, moi j'écoutais et il me disait voilà ce que tu vas faire demain, voilà ce qu'on va essayer de faire. Bon. Et le lendemain, exécution, j'étais dans ma classe avec mes élèves et j'essayais de mettre en œuvre ce qui avait été préparé. Et tout de suite après la leçon, en général, je prenais un cahier et j'écrivais tout ce qui s'était passé avec les enfants, ce qui m'a permis par la suite de regrouper toutes ces leçons dont j'avais le canevas vraiment. Et après la leçon, on se réunissait et on voyait ce qui n'avait pas marché, ce qui avait marché, on essayait de faire le bilan de la leçon. Et c'est en fonction de ce bilan que j'écrivais mes fiches après. Mais il y avait aussi les fiches avant. Marie-Hélène a parlé de la fiche didactique. Cette fiche didactique, elle était absolument indispensable. De mon point de vue, ce qui était excellent, c'était la vision que tu avais de ce qui allait se passer, de ce qui pouvait se faire ou pas. Et si tu ne concevais pas ce qui pouvait arriver avec les enfants, tu le faisais savoir. Oui. C'était précieux, parce que ça t'arrêtait dans les délires éventuels qu'on aurait pu caresser. Voilà. Je vous remercie. Ça serait par rapport au premier extrait de Brousseau, justement lorsqu'il... un peu la place qu'il exprime par rapport à la question de la formation des enseignants et sur le fait que tu as dit justement que c'était toujours une grande question de savoir où était l'enseignant dans l'histoire. Et il me semblait que cette première intervention de Brousseau était tout à fait significative de ça. Et donc voilà, c'était juste pour... Brousseau, il n'a jamais bien trempé dans la formation d'enseignants. La formation d'enseignants, il la faisait à travers le Corem, mais qui était une formation d'enseignants qui était extrêmement coûteuse en termes de temps. C'était vraiment la formation par la recherche, quoi. Enfin, directement sur l'emplacement du Corem. La question de qu'est-ce qu'on récupère en formation des théories de Brousseau, ça reste... on s'en sert quand même, mais bon, c'est pas Brousseau qui l'a fait lui-même. Enfin, lui, ce qu'il avait à l'époque, le truc, c'est que... faut resituer les choses dans l'époque, quoi. Il y avait des cours de... En France, par exemple, il y avait la télévision, une seule chaîne en noir et blanc, qui le jeudi après-midi, parce que c'était le jeudi, le jour de congé, il y avait le couple des Revues, André et Germaine. Sa femme, elle s'appelait Germaine, à Revues,
qui faisait des... C'était le... Alors, je ne sais plus si ça s'appelait le CRDP ou le je ne sais pas comment, enfin, le centre de formation, de trucs pédagogiques, là, qui faisait des cours de mathématiques modernes, quoi. Mais pour que les enseignants enseignent les mathématiques modernes, on faisait des cours de mathématiques modernes. Ça doit exister dans des archives quelque part. Moi, j'ai vu quelques trucs, mais... Ce que Brousseau avait en tête, vous voyez bien, quand on voit comment il l'expliquait à Nadine, enfin, la citation de la fin, elle fait écho à la complexité du problème. C'est-à-dire que Brousseau, le problème de Brousseau qu'on a en didactique des maths, c'est que c'est quelqu'un qui a très peu écrit, finalement. Il y a très peu de textes de Brousseau qui sont vraiment compréhensibles. Il y a des trucs fleuves qui sont toutes les situations sur les rationnels et décimaux, mais les textes très théoriques, il y en a assez peu. Et ils sont souvent très confus. Il faut vraiment aller chercher à la source pour essayer de comprendre. Parce que cette théorisation, elle a été faite toujours en lien très très serré avec des observations. Ce n'était pas une théorisation a priori. Hein. C'était toujours en lien avec les observations. Le contrat didactique, c'est le cas Gaël. Le cas Gaël, c'est un élève du Corem. Hein. Merci beaucoup Jean-Luc. J'aimerais juste revenir un instant sur l'expérience avec les œufs et les coquetiers, telle que la raconte Vergniaud. Hein. Et la façon dont il introduit la différence entre les âges. À 5 ans, un enfant n'est pas capable de comprendre, de recevoir un certain argument. Alors, c'est aussi ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, c'est pas clair. Est-ce qu'un enfant n'est pas capable de produire un certain type de raisonnement ou d'entendre un contre-argument? Donc, on est là dans le langage et dans la capacité, in fine, d'entrer dans une forme d'interaction langagière qui fait en sorte qu'il puisse faire quelque chose de ce contre-argument. Donc, dans quelle mesure la différence entre ce qui se passe entre 5 ans et 7 ans est une problématique purement cognitive, et dans quelle mesure est une problématique qui est à la fois cognitive et liée au développement strictement langagier, qui fait en sorte que le traitement langagier d'un contre-argument permet autre chose. Quel est ton avis, qu'en penses-tu? Et qu'est-ce qu'on peut en faire en formation éventuellement? Oui, alors ça c'est une question... Récemment, on a fait, Maud peut en témoigner, on avait, pour la conférence qu'on devait faire avec Emmanuel là, sur la formation pour les nouveaux moyens, on avait Maud et... Tu étais avec qui? Avec Yana, je ne sais plus. On pris des élèves en dehors de l'école, et puis, enfin en dehors de la classe, et leur ont demandé de compter des allumettes sur une table. On a fait des petits trucs comme ça. Et il y a un élève, donc c'était des élèves qui étaient en fin de 2P, hein. Donc des élèves qui avaient presque 6 ans. Et là, il y avait un élève qui était plutôt bon, parce qu'il a été capable de sortir plein de trucs sur le nombre très compliqué, il comptait jusqu'à des quantités astronomiques, il avait de bons réflexes par rapport à ça. Et spontanément, sans qu'on lui demande rien, à un moment donné, quand il avait compté ses allumettes, il avait fait 2 colonnes. Tu vois? Et puis, sans qu'on lui demande rien, il a rajouté « Ah, mais là, il y en a plus que là ». C'est ça hein, qu'il avait fait. Il dit, je dois avoir la vidéo quelque part. Donc vous voyez, les allumettes, elles étaient toutes à l'horizontale comme ça sur 2 colonnes, et il dit, là, il y en a plus que là. Et on lui dit pourquoi, enfin tu lui as posé la question pourquoi, parce que ça arrivait, il n'y avait pas de raison qu'il dise ça, et il dit, bah, parce que là, il y a plus de place, ça prend plus de place. Donc c'était vraiment un argument sur l'espace, alors qu'il avait montré des capacités sur le nombre très importantes. Et après, tu lui as resserré la collection, et il a clairement dit « Ah ben non, maintenant c'est là ». Donc il n'était pas du tout au sens conservant, hein, alors qu'il avait... Alors tu me diras, là il n'y a pas de langage, mais c'est lui qui l'a de même exprimé. Enfin, après on n'a pas essayé de le corriger en lui disant « Ouais, mais si tu les remets en place, on a laissé comme ça ». Ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de... Enfin, le fait que ça occupe plus de place,
c'est quelque chose qui vient tout le temps brouiller les cartes. C'est-à-dire que même sur des élèves qui ont déjà une notion assez construite du nombre, ça réapparaît. Alors après, le truc, c'est quand même que tu prends des élèves de 12-13 ans, ça m'étonnerait que ça apparaisse encore, quoi. Donc il y a bien un moment où ça se régule tout seul, et c'est sûrement bien avant d'ailleurs, pour la plupart des élèves. Donc ça n'apparaît plus, et je ne crois pas que ce soit jamais régulé dans aucune classe par du langage, tout ça. C'était ça ta question finalement. Est-ce que c'est lié par des arguments de langage? Je ne connais pas d'expérimentation où C'était plus sur quelle est la part du langage dans ce passage entre les deux. Je n'ai pas de connaissances de travaux qui portent là-dessus. Quand tu dis que ça vient toujours brouiller cette connaissance intuitive sur l'espace, tu penses que ce serait des connaissances intuitives de base que l'enfant n'arriverait pas à inhiber, et puis qu'avec l'âge, il apprendra à inhiber, puis il deviendrait conservant après? Je pense que le concept de nombre, si tu veux, finit par prendre le dessus, parce que compter des objets, ça devient super important dans plein de situations. Enfin, mon hypothèse, moi, c'est plutôt ça. Tant que les élèves qui savent du nombre, c'est juste la récitation des mots nombres, si tu veux, le nombre, il n'a pas tellement d'intérêt pour eux, sauf à pouvoir montrer en famille qu'ils savent compter très loin. Mais quand à l'école, quand même, ils ont mis en place plein de situations dans lesquelles le nombre devient très important, ça finit par être Ce que dit Brousseau dans sa citation de tout à l'heure, enfin moi je le comprends comme ce qu'il faut faire à l'école, c'est mettre en place des tâches qui nécessite que le nombre, et pas simplement l'espace qu'occupent les objets, devient la connaissance pertinente pour résoudre la tâche. Et il y a beaucoup plus de tâches dans lesquelles la quantité d'objets est importante que l'espace qu'ils occupent, du point de vue mathématique. Mais quand on est en tout début, regarder une collection d'objets, c'est pas évident pour un élève en début d'apprentissage que la quantité soit un critère pertinent sur les collections d'objets. Ça se construit à travers des situations d'usage qui montrent l'intérêt de le faire. Et l'objet de la didactique, c'est pas simplement de faire apparaître le fait que les deux sont en compétition, c'est de montrer que justement, il y a des tâches qui permettent de comprendre que le nombre est plus important, enfin, est plus pertinent dans ces situations-là. Encore une question ? Sinon, je me demandais du coup, quand vous formez les nouveaux enseignants en mathématiques ou pour les petites classes, du coup, qu'est-ce qui est utilisé encore chez Piaget? Ou est-ce qu'il y a un truc qu'il faut aller lire absolument? Enfin, est-ce que du coup, ou c'est comme une référence lointaine, et puis tu parles des trois pères de la didactique, ou c'est encore des choses utilisées concrètement? Non, nous, en général, moi je prends en général comme hypothèse que Piaget, ils vont en entendre parler dans d'autres cours. C'est-à-dire que moi, j'en parle pas. Enfin, j'en parle pas. Je dis qu'il y a une référence à Piaget, mais ça reste très, très limité pour nous. Même la notion de schème... Mais les tâches de conservation, tout ça, avec les jetons, ça, c'est pas du tout... J'en parle, mais en fait, on s'en sert pas tellement... c'est important à savoir, mais de là, dans l'enseignement des mathématiques, à mettre en œuvre en tant que geste professionnel, ça me paraît pas... C'est important à savoir, parce que si tu te trouves face à un élève qui te fait ce qui nous est arrivé là, il ne faut pas être surpris. Il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui arrive. Il faut avoir conscience de ça. L'idée de départ, c'est de comprendre que le nombre, ce n'est pas une évidence. Ça, nous, on se bat beaucoup par rapport à des visions un peu... Alors bon, là, je ne sais pas jusqu'à quel point on va être d'accord, mais... Quand on voit Dehaene et compagnie sur le nombre, on est quand même très gêné aux entournures, parce qu'on voit bien que le nombre, c'est quand même une construction sociale, que ça passe par des usages dans des circonstances bien précises. De passer de la quantité... Enfin, moi, je raconte toujours cette anecdote sur un jour que j'entends à la radio, les poules savent compter, quoi. Les poules savent compter. Qu'est-ce que ça veut dire, les poules savent compter? Parce que les poules savent compter jusqu'à 5. Ça, c'est une information qu'on balance à la radio, partout. Les poules savent compter jusqu'à 5. Alors, je dis, est-ce que ça veut dire qu'une poule, tu la poses là, puis elle fait 1, 2, 3, 4, 5 ? Quand tu dis, mon gamin, il sait compter jusqu'à 45, ce que tu lui demandes, c'est de se mettre debout, puis de réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 45. Le problème, c'est qu'aucun des deux sait compter. Enfin, compter, c'est complètement autre chose. Enfin, c'est plus compliqué que tout ça. Alors, les poules, ce qu'elles savent faire... Si j'ai bien compris, les expériences qui sont mises en place, c'est qu'on met des conditions pour montrer que les poules
sous certaines conditions expérimentales dont il faudrait un tout petit peu discuter des fois, mais là ça a l'air assez clair, arrivent à discriminer, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, à réagir différemment quand on leur montre 4 objets plutôt que 5. Puisqu'on dit, c'est qu'après, quand c'est des quantités beaucoup plus grandes, la seule chose qu'elles savent faire, c'est distinguer entre le simple et le double, en gros. Enfin, il y a sûrement une zone un peu plus floue que ça, mais c'est à peu près ça. Donc ça, c'est une étape importante, arriver à faire ça. Mais ça, c'est une perception intuitive de la quantité. Sur des quantités très faibles, il y a des phénomènes de subitizing, le fait que l'œil, je ne sais pas moi, il y a des choses de l'ordre cognitif. Mais du point de vue de l'apprentissage des mathématiques, ça, c'est très, très, très anecdotique pour nous. Ça n'a pas un impact très fort. Mettre en place des situations qui permettent de faire comprendre le nombre, c'est mettre en place non seulement ce que j'ai montré très, très rapidement ici, faire construire des collections équipotentes, mais c'est comprendre comment on comprend que 3 plus 2, ça fait 5, que le nombre 5, c'est la réunion de 3 et de 2, enfin, que tout un tas de choses comme ça, ça se construit de façon très, très progressive. Au passage, dans le nombre, si on regarde la genèse du nombre, un des trucs, moi, il y a un bouquin là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'histoire d'où vient le nombre. Le premier paradoxe du nombre, c'est le 1 et le multiple. C'est le fait qu'un objet peut se démultiplier en des objets identiques. L'idée de collection même, c'est quelque chose de complexe finalement. Pourquoi il y aurait des objets, enfin, compter des objets, ça présuppose déjà qu'on a une idée de collection d'objets qui appartiennent à une même catégorie. Donc ça veut dire que ces objets, ils sont à la fois identiques et différents. La construction, par exemple, la construction... comment ? Est-ce que les poules savent ça ? Ah non, ça c'est sûr que non. La construction axiomatique du nombre de Peano, Peano c'est récent, c'est fin du 19e, c'est 1899 je crois l'axiomatique du nombre entier. C'est la récurrence, c'est le fait qu'on a un et que chaque fois qu'on rajoute un, on a un de plus en gros. Mais ça, du point de vue cognitif et du point de vue didactique, à quoi ça nous sert ? Alors justement, pour prolonger ce débat, vous verrez le mercredi 11 mars, il y aura Karine Mazins qui fera justement une conférence sur l'entrée dans les mathématiques chez les enfants. Quelle préconisation pour l'apprentissage et qui permettra de discuter. Ouais, ça, je suis curieux d'entendre ça. Voilà. Ouais. Mais avec une perspective critique. Le problème, c'est que nous, on n'est jamais dans le mot de quelle préconisation nous pose déjà. Non, c'est tout le débat justement. Et puis, est-ce qu'il y a une dernière question où on arrête là ? En tout cas, on vous remercie beaucoup pour tous et puis on peut réapplaudir Jean-Luc. Vraiment, merci beaucoup.